parler ce soir du Sénégal, de la RDC, du Nigeria et du Togo. Je suis avec Basile Agbo. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam et bonsoir amis téléspectateurs de New World TV. Aïvi Alognon, bonsoir Aïvi. Bonsoir. Le Sénégal, depuis 10 ans, dans sa longue marche de dissident puis de président, il sillonne le Sénégal. Macky Sall s'est méthodiquement dégagé la route vers un second mandat. Macky Sall est né le 11 décembre 61 à Fatick, dans le centre du Sénégal, dans une famille modeste originaire du nord du pays. Cet ingénieur géologue qui se définit comme un libéral social, après un épisode maoïste pendant sa jeunesse, veut amener le Sénégal plus loin et plus haut vers l'émergence à l'horizon 2015. Depuis son élection en 2012 face à son mentor Abdoulaye Wade, il se targue d'avoir amélioré les services d'eau et d'électricité, augmenté la production agricole et poursuivi une ambitieuse politique de grands travaux, nouvelle aérogare, ville nouvelle de Diamniadio ou encore un train express régional inauguré en janvier, plusieurs mois avant son entrée donc en service. Basile Agbo, est-ce que tout cela fait de Macky Sall le favori du scrutin? Est-ce que Macky Sall part favori de ce scrutin? Je crois que la réponse elle n'est pas très mitigée, parce que vous savez, le président Macky Sall a fait un mandat qui n'est pas tellement mauvais. Et donc, je crois que, vu sur cet angle-là, je crois pour ma part qu'il est en bonne position pour pouvoir remporter ces présidentielles devant des candidats, c'est vrai, qui ne sont pas des moindres, mais bon, Sall, Sanko et Sak, Sall et Niam, je crois que c'est pas des gens inconnus, mais devant eux, je crois que Macky Sall a beaucoup plus d'un bon point politique pour pouvoir faire valoir. Enfin, selon l'analyse que moi je fais, et j'ai envie donc de dire que il n'y a pas tellement d'enjeux pour cette élection. Aïvi Alognon, le président Macky Sall lui-même aime à se moquer de ses quatre adversaires en disant aucun d'entre eux n'a osé tenir un meeting dans un stade depuis le début de la campagne. Je sais qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne pensent pas au stade Senghor qui a 60 000 places. Et lui, Macky Sall s'est déjà essayé là-bas. Mais au moins, les stades municipaux devraient être à leur portée s'ils se croient vraiment représentatifs. Ça veut dire que Macky Sall lui-même pense qu'entre lui et ses quatre adversaires, comme disent les Ivoiriens, en face, il n'y a rien. Oui, en face, il n'y a rien, puisque Macky Sall a réussi quand même à éliminer, c'est-à-dire les gros candidats. Je vais parler de Khalifa Sall et Karim Wade. Oui, bon, écoutez, quand vous écoutez tous les observateurs avisés, ils savent que c'est ces deux candidats qui peuvent faire le poids devant Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall a la voie libre, il va gagner. Karim Wade, je vous signale que lors des dernières élections, les législatives, il s'est fait battre même dans son propre centre de... Oui, mais écoutez, les choses ont évolué. Si vous voyez l'affaire même... Est-ce qu'en dehors de Dakar, il pèse quelque chose? Là est toute la question aussi. Mais pourquoi Macky Sall a instrumentalisé la justice? Oui, bon, on connaît le pays africain. Macky Sall a tout fait pour instrumentaliser la justice, a éliminé ces deux candidats. Parce que ce sont les deux qui ont un bon renommé, en fait... quand vous voyez sur les quatre candidats, il y a pas match. Donc je crois que de facto, Macky Sall passerait comme une lettre à la poste, surtout qu'avec son bilan, voyez-vous, il a inauguré ces derniers temps, il inaugure beaucoup de choses, pas possible, le train, tout là, avec, il est arrivé. La route qui relie le Sénégal à la Gambie. Voilà, il a aussi créé une nouvelle capitale pour quand même désengorger la principale, avec il a aussi créé l'assurance universelle qui couvre presque la moitié de la population. Je crois que c'est des choses dont la population a besoin. Les critères politiques
Hein, et ça touche la base, voyez-vous, ça touche la base. Donc il a aussi doté le pays d'un nouvel aérogare. Vous voyez, donc Macky Sall a un bilan un peu lourd qui pourrait le faire difficile à concurrencer. Mais au-delà du bilan, Basile, est-ce que vous croyez qu'il sait quand même frayer le chemin en éliminant ses potentiels principaux rivaux? Oui. Et les gens parlent de principaux potentiels rivaux qui seraient donc Wade et Khalifa. Je me dis, c'est des gens qui se sont rendus populaires mais négativement. D'autant plus que les casseroles que ces personnes traînent, c'est vrai qu'ils sont populaires, mais leur popularité est enchaînée, n'est-ce pas, par ces petites histoires-là qui lèvent. Et eux-mêmes, ils se sont mis, comme on dit, les pieds dans le plat, en se livrant donc à ces histoires-là, qui ne leur ont pas favorisé une bonne émergence sur le plan politique. Ils n'ont pas reconnu l'histoire aussi. Hein. Reconnaître et ne pas reconnaître, c'est une chose. Nous sommes en Afrique. Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas. Les choses et puis t'entacher. Quand on fait la prison, avec une affaire aussi lourde de détournement qui traîne, voilà. Et il n'a pas pu apporter la preuve contraire du non-détournement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas reconnu qu'on a détourné, mais qu'on n'apporte pas la preuve contraire qu'on peut être blanchi. Je crois que c'est des personnes qui se sont négativement rendues populaires et ils n'avaient pas besoin, n'est-ce pas, d'utiliser, comme le confrère était en train de le dire, d'instrumentaliser la justice pour pouvoir les écarter. Ils se sont écartés d'eux-mêmes en se mettant le pied dans le plat. Vous savez, lorsque vous voulez faire de la politique, il faut savoir comment est-ce que vous évoluez. Vous savez, en Amérique, les gens ne viennent pas au pouvoir par hasard. Les gens préparent depuis leur enfance leur arrivée au pouvoir et ça se voit au travers de leur ascension. Et les gens accèdent au pouvoir et tout le monde sait que celui-là, avec la démarche, il ne peut arriver que là. Mais en Afrique, vous voyez des gens qui se mettent dans des histoires de corruption par-ci, par-là, et maintenant face donc à la réalité du pouvoir, et si jamais ils ne trouvent pas devant eux quelqu'un qui est facile à battre, ils peuvent le battre. Mais devant aujourd'hui Macky Sall, je ne crois pas que ces personnes-là ont un poids, surtout les casseroles qui traînent avec eux. On va observer la pause d'abord, on revient tout de suite après. L'Algérien Yahya Abou El Hammam, chef de l'un des principaux groupes djihadistes au Sahel, a été tué jeudi au Mali par des militaires de l'opération Barkhane ce vendredi, selon la ministre française des Armées, Florence Parly. 2 personnes ont été tuées dans le village de Kofa, au nord du Nigeria, dans des heurts entre supporters des 2 principaux partis à la veille de l'élection présidentielle. Également, dans l'actualité, réaction internationale à la crise au Venezuela, la Russie accuse les États-Unis de se servir de l'aide humanitaire comme prétexte pour une action militaire. Et la Chine, elle, de son côté, assure être contre l'envoi de forces de l'aide humanitaire, affirmant que cela pourrait provoquer des troubles dans le pays. Mesdames et messieurs, restez en compagnie de programme sur New World Info. Le chef de l'État a rassuré les Kenyans sur la tenue du scrutin présidentiel du 26 octobre. Hey! Addressing security concerns over the North Korea threat, American President Donald Trump backs China on U.S. commitment to stopping the nuclear threat. You blame past administration.
Many are coming from both far and near Africa for the professional cinema project in Togo. Jackie Appiah, John Okafor, Ajete Annan, Kojo Dillon, Jonathan Eze Nwadinobi, Horacio Freitas, Vanessa Prempeh participate by our side in leading professional film. To participate in the project of professional cinema in Togo, register by sending OK to 7777 on the Network Togo cell and follow the instructions. Together, let's globalize the Togolese cinema. Nous étions en train de parler du Sénégal avec cette interrogation. Macky Sall est-il finalement le favori de cette élection? Yves Yalogno, vous vouliez prendre la parole. Oui, j'aimerais revenir un peu sur quelque chose que votre confrère Basile Agbo avait dit tout à l'heure, qu'il a donné l'exemple de l'Amérique, comment les gens préparent le pouvoir. Encore que dans ces pays, la démocratie est encore plus développée. En Afrique ici, depuis le bas âge, on sent que tu veux devenir président. Bon, tu sais, on va te mettre les bâtons dans les roues, on va te coincer ici, par là. Même les affaires à développer, même tu ne pourras pas. Le point que vous voulez peut-être relever, Basile, c'est que si je sais que je suis appelé à une grande destinée, mais je règle ma vie en fonction. Je ne me mêle pas à un certain nombre d'affaires qui pourraient m'être compromettantes demain. Justement. Oui, mais le comble est que ici, même si vous n'êtes pas... on a vu dans ce pays, quand je prends l'exemple du Togo, par exemple, des gens qui ne sont en aucun cas mêlés à une affaire, on prend les gens, on les dépose. Par exemple, quand vous prenez les choses des incendies, les grands marchés de Lomé... Jusqu'à là, l'enquête n'a rien dit. Mais est-ce qu'une enquête a été ouverte au Togo et fermée? Vous avez... Non, quelle je enquête? dis... L'enquête n'a... Mais on est parti... on a parti emporter les gens et puis on les a déposés et après on a vous avez entendu à l'époque vous avez dit que les gens vous avez dit que l'instruction est en cours, non? Pourquoi on a désinculpé M. Jean-Pierre Fabre? Pourquoi? Il y avait les mesures d'apaisement. N'écoutez pas. Parmi ces personnes interpellées dont vous êtes en train de parler. En quoi l'incendie avec les mesures d'apaisement? On dit l'incendie des marchés. S'il y a des éléments qui prouvent que la personne vraiment doit être inculpée, au nom de quelle mesure d'apaisement il faut désinculper la personne? Au nom de quelle politique? Donc ce qui veut dire qu'on a regardé les gens. Et puis, il y a eu des gens qui, dès le début, ont dit oui, c'est nous qui l'avons fait. Et ont donné des noms. Même si après ces personnes sont revenues sur leurs propos, ils ont donné des pistes. Non, oui, ça je la disconviens. Moi, je parle d'exemples sérieux pour dire que en Afrique, c'est-à-dire on va te coller des affaires sans tête ni queue et sans aucune preuve, En Amérique, on ne peut pas se lever, aller toucher un petit blanc à un petit américain dont on n'a même pas les preuves, tout ça, et puis on les dépose et un bon matin, au nom de quoi, puis on les libère. Non, ça ne se passe pas comme ça dans les pays occidentaux. Non, l'exemple que vous donnez ne cadre pas avec la démarche que nous sommes en train de mener. Je dis, dans les pays là, comme l'Amérique et autres là, les gens se préparent. Ils savent qu'ils ont un destin devant eux. Ils vont accéder au pouvoir politique un jour. Ils se préparent. Ceux dont vous êtes en train de parler, qui auraient été embrigadés, ou bien je ne sais pas, dans les affaires d'incendie des marchés, qui parmi eux a une envergure politique qu'ils préparaient et que les incendies du marché l'ont empêché d'accéder, n'est-ce pas? Non, ça c'est un exemple. C'est pour dire que, moi c'est pour dire que comment la gouvernance politique de l'Afrique évolue. C'est-à-dire, quand on sent en toi que celui-là, il arrive, et c'est pour nous gêner, ils font tout, et pour tout, si ce n'est pas de te faire exiler là, ils te embrigadent dans une affaire sans tête ni queue pour juste salir ton image. Et après, on découvre préparez-vous pour tu deviens otage. Et quand il y a péché, on vous libère comme on libère, les djihadistes libèrent les otages. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Donc c'est pour dire que nous, les Occidentaux sont loin de nous.
Frère, réellement, ils sont loin de nous. Tu ne verras pas, par exemple, au pays de Donald Trump, maintenant, on attaque un opposant, ou bien, par exemple, Hillary Clinton là-bas, et puis on va lui coller des affaires sans tête ni queue. Ça n'existe pas. Les gens ont dépassé ce stade-là depuis longtemps. Oui, c'est ce que je dis. Donc, quand tu es né. Passé par nos stades également. Donc, quand tu es né là-bas aujourd'hui, tu pourrais développer ta conviction politique et de ne pas mêler aux affaires. Et on ne te collera pas une affaire sans tête ni queue, comme on le fait dans les pays africains. Comme si les États-Unis sont mais aujourd'hui, c'est non, les affaires des référence. Mais aujourd'hui, les États-Unis, c'est une référence. Vous parlez d'aujourd'hui. Il n'y a aucun pays. Les États-Unis ont également traversé des situations troubles. Ils ont traversé des situations. On ne refuse pas. Mais nous parlons de l'état actuel des choses. Moi, je dirais, je ne sais pas pourquoi vous êtes accroché à l'exemple des États-Unis, mais si on doit parler plus généralement, parler des affaires qu'on colle de toutes pièces. Les pays occidentaux. Qu'est-ce que Fillon a subi en France? Oui, Fillon a démontré. Le canard enchaîné, je crois que c'est le journal là qui... Vous connaissez la position, la ligne éditoriale de ce journal. Mais quelle que soit la ligne éditoriale, vous savez, en France, c'est vrai, la justice n'est pas à 100% partiale. Impartial, autant pour impartial. Oui. Mais quand vous suivez, vous savez, Canard enchaîné, c'est un journal qui suit les faits et ne rate pas. Et il évolue. Beaucoup des politiques qui ont attaqué ce journal, personne ne le gagne au procès. Oui. Canard enchaîné, c'est un journal qui est très dangereux. Et c'est un journal qui ne vaut pas des choses sans preuve. Fillon, mais on a démontré comment Fillon, je sais, c'est dans une affaire qui a remonté un peu plus depuis quelques temps, et on a démontré, le journal a démontré comment Fillon s'est mêlé à cette affaire, et tout le monde a vu. Ce n'est pas... Alors pourquoi vous ne croyez pas ici quand on démontre que des gens sont mêlés à des choses? Mais ça vient, c'est toujours dans les contextes. La France aussi a ces contextes-là. On peut faire porter des chapeaux à des gens pour les empêcher d'évoluer. Mais en Afrique, vous parlez de l'Afrique comme si l'exclusivité, la justice est toujours instrumentale. Comme si l'exclusivité de l'empêchement de quelqu'un d'accéder au pouvoir, l'exclusivité est africaine. Je dis non. Non, l'exclusivité. En France aussi, on parle. Non, écoutez. Quand on veut parler, on parle toujours de la majorité. En Afrique, en majorité, c'est ce qui se passe par rapport. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais la majorité l'emporte toujours. C'est ce que moi je dis. On va passer à l'RDC. Le nouveau président Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités, a marqué le coup en reversant au Trésor public 163 000 $ selon un document de la Banque centrale de la RDC. Après sa première tournée en Angola, au Kenya, au Congo-Brazza, puis son déplacement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, la présidente de la République a procédé à un reversement des frais de représentation. C'est ce qu'indique un bordereau de la Banque centrale du Congo en date du 19 février. C'est un bon signe, vas-y. Oui, bon, vous savez, c'est parce qu'il est au début aussi. Lorsqu'on vient au pouvoir et qu'on a des ambitions de pouvoir plaire à ceux qui vous ont élus, eh bien, on commence par poser des actes pour les rassurer, pour leur dire, moi, je suis différent des autres. Vous voyez? Eh bien, pourvu que ça dure, pourvu que Tshisekedi nous démontre tout le long de son mandat qu'il est homme à se débarrasser des subsides qu'il gagne et que tout le temps le voit. Vous savez, il y a un président aussi qui a fait ça, et une anecdote m'a raconté ça. J'étais dans un pays que je ne vais pas nommer, et que le président, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il aurait reçu un don d'un pays. Et donc, il a appelé son ministre des Affaires étrangères et son ministre des Finances, et lui a demandé de lui dire, mais combien ce pays-là nous doit, d'aller voir l'ardoise des dettes de ce pays. Et il a versé l'argent qu'on lui aurait donné, soi-disant que chaque fois qu'il y a un nouveau président qui vient en Afrique, nous lui accordons ce don-là pour qu'il puisse bien s'asseoir. Il a versé l'argent au Trésor public et il a demandé au ministre des Finances d'écrire à ce pays pour leur dire, nous avons une partie des dettes. À quand remonte, donc à quand nous remontons le reste des dettes. Voyez. Donc déjà il y a des présidents qui agissent de cette façon-là, et je dis, pourvu que ça dure, et pour que Tshisekedi nous démontre qu'il est capable de continuer sur cette lancée-là, et je crois que c'est un bon signe. C'est un bon signe que emprunterait donc d'autres chefs d'État. Et si donc ils le font, je crois que la lutte contre la corruption ne pourrait que
ne pourrait que se porter bien. Parce que tout le monde parle de lutte contre la corruption, mais au finish, on retrouve que ceux qui en parlent sont les premiers à adorer la corruption, comme on le voit partout un peu. Il y a un geste louable. Oh, bon, on ne peut que saluer, même si on a encore un bénéfice du doute, comme le soulignait Basile Agbo, pour voir si ça va continuer dans le temps. Et ce qui m'a encore plu, c'est parti de son propre camp, c'est-à-dire de la présidence. Sinon, je crois que sous d'autres cieux, les ministres, je crois qu'il n'est pas allé seul à faire cette tournée de l'Angola, passant par le Kenya, arrivant au sommet de l'UA, tout ça, Congo-Brazza. Et je crois que ces ministres peuvent quand même mettre la main sur cet argent pour se faire des villégiatures, surtout que bon nombre n'ont pas... ça dit, il y a bon nombre qui ne se sont pas offerts ces villégiatures par manque de moyens. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils ont les deniers publics à leur solde. Ils pouvaient quand même se contenter de ces 163 $1,000. 163 000 $. Pour quand même, même si c'est une nuit avec une fille de joie, pourquoi pas avec tout cet argent. Oui, bon, il n'est pas la personne n'est pas descendue du ciel. Non, la personne n'est pas la seule. Il y en a plusieurs ministres. Chacun prend sa part selon les hiérarchies et puis il s'offre. Et je crois qu'il n'aura pas de traces, puisque sous l'ère Joseph Kabila, on l'avait vu, et on a dépassé même 185% de crédits alloués. De crédits alloués. Voilà, voyez-vous. Donc, je crois que tout ça, là, ça fait partie de la corruption et c'est ça qui énerve. Au moment où on détourne des fonds comme ça pour s'offrir des villégiatures, pour construire des bâtiments dont personne n'abrite, il y a des écoles dont il n'y a pas de toit, il y a des gens qui meurent de faim à côté, même qui n'ont pas même $1 par jour. Voyez-vous, donc tout ça là, c'est ce qui crée des tensions dans des pays et je crois que Tshisekedi, nous pouvons dans les premières heures, surtout que l'acte là, saluer cela et on ne peut que aussi l'encourager quand même à poursuivre dans cette lignée là et que cet acte qu'il a posé avec les 163 000 $ ne soit pas juste un coup isolé. D'accord. Je rappelle que pour ce fait spécifique, Thomas Sankara le faisait de son temps. Quand il voyageait, ses frais de mission étaient pris en charge par le pays d'accueil. Au retour, il reversait au trésor. Tout à fait. Tout à fait. L'histoire a raconté également ça. Vous savez, il y a beaucoup de présidents africains qui se sont démontrés dans ce sillage-là également. C'est ça, je disais tout à l'heure, que ce serait bon que d'autres présidents puissent emboîter le pas à ce que Tshisekedi vient de démontrer. On peut le faire et continuer donc par vivre et bien vivre. Bon, les gens, tu sais, c'est la peur de l'après. Et qu'est-ce que après, quand je ne serai plus président? Bon, donc, pour le moment, si j'ai les moyens, ben, je les verse dans des paradis fiscaux dans les pays étrangers, en attendant que, bon, le jour où je ne serai plus là, je puisse en profiter. Si on a vraiment un but, donc, de l'esprit de patriotisme et l'esprit de sacrifice pour son pays, je crois que ce n'est pas difficile de faire des actes comme ça. C'est louable, n'est-ce pas? C'est louable et on ne peut que le féliciter et féliciter encore et encourager encore d'autres présidents à se lancer donc sur ce terrain-là. C'est toujours une de bonnes choses. Mais est-ce que Félix Tshisekedi, avec ce geste, si on espère que ce ne soit pas un coup isolé, s'il continue, est-ce qu'il ne va pas faire des mécontents dans son camp? Parce que moi j'ai entendu quelqu'un dire, bon, c'est quand le patron voyage que nous aussi on peut avoir un peu dans la poche, quoi. Ouais, s'il doit rentrer et reverser le reste. Bon, est-ce qu'il s'il fait des mécontents, bon, il n'a qu'à le faire, puisque ces mécontents-là, il travaille pour qui? Il est sur un fauteuil pas très équilibré. Écoutez, c'est le peuple qui juge enfin. Tout ce qu'il a fait, je crois que c'est à l'avantage du peuple togolais, non, de ces quelques individus, du peuple congolais, et non de ces quelques individus-là qui veulent s'enrichir au dos du peuple. Donc, vous savez, toute action, quand vous êtes un président de la République, même patron, toute action que vous allez poser, je crois que vous allez toujours créer des tensions. Maintenant, au-delà de cette action, il faut privilégier l'intérêt général.
l'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt général, c'est ce que Tshisekedi a fait. Donc, je crois qu'il doit arriver quand même à voir autour de lui tous ceux qui seront mécontents de cette affaire. Normalement, il doit les déloger, parce que après tout, c'est lui le seul comptable devant le peuple. Peut-être que des ministres, peut-être porte-parole, bien ministre des Finances, bien de la jeunesse. Et vous savez, quand un règne de président, ça dit qu'un président part du pouvoir et il est poursuivi pour affaire de corruption, bien tout ça là, des fois c'est quelques trois. En plus du président, on prend 2 éléments. Et puis les autres ministres, ils sont libres. C'est-à-dire ils ne sont pas comptables en fait du règne du président. Or, de l'un ou bien de proche, ils ont contribué. Donc, voilà, donc Tshisekedi doit savoir qu'il est le seul comptable. Quels que sont les mécontents qu'il doit créer, il doit savoir si l'acte est bon. Est-ce que l'acte peut satisfaire aux desiderata des Congolais? Si oui, mais écoutez, il n'a qu'à aller. D'accord. Et puis, il y a autre chose. Est-ce qu'il suffit simplement que lui, Félix Tshisekedi, reverse le reste de ses dépenses au trésor pour satisfaire les Congolais? Je rappelle que le gouvernement actuel, qui est le gouvernement de l'ancien pouvoir, s'est octroyé des avantages à vie. Ouais. Et on attend qu'il réagisse, peut-être qu'il abroge ce décret. Effectivement, effectivement. C'est-à-dire que, vous savez, la cession de Tshisekedi au pouvoir le met dans une posture qui n'est pas très confortable. Et c'est vrai, on l'a décrié, qu'il est assis pratiquement dans les mains de son prédécesseur, qui contrôle beaucoup plus l'action que lui. Et donc, on attend qu'il commence peut-être par écarter cette main de son pouvoir, mais ce sera très difficile. Je disais, vous savez, le pouvoir a ses réalités que la réalité ne connaît pas. Il vient d'arriver au pouvoir, fraîchement installé. Voilà, on peut le faire. Mais quand les contraintes du pouvoir vont commencer par le rattraper, eh bien, on va le voir. On va voir s'il peut continuer. Parce que vous savez, les courtisans, ils sont tout autour. Tous les jours, vous allez les accueillir. Vous allez pouvoir leur faire quelque chose. Et quand il va se rendre vis-à-vis de ces réalités, la question va se poser de savoir s'il peut encore reverser ce qu'on a eu l'habitude de reverser. Vous savez, c'est un début, il est tout jeune, c'est vrai, pas par l'âge, mais il est tout jeune pour la fonction qu'il est en train d'occuper. Eh bien, on prie pour qu'il puisse continuer sur cette lancée et que les réalités du pouvoir ne le rattrapent pas en chemin et pour qu'il devienne pire que ceux qui étaient là et qu'il est en train de combattre. C'est ça, c'est la réalité du pouvoir. Vous arrivez, vous croyez que tout est facile, mais au contact donc de ce qu'on appelle pouvoir politique, mais il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Parce qu'on a vu d'autres dirigeants arriver avoir les intentions les plus louables du monde, commencer par poser des premiers pas qui ont rassuré tout le monde, et puis très vite, ont changé de cap. Non, bon, écoutez, tout ça, c'est une volonté politique. Ça dit, si arrivé à un moment, vous voulez satisfaire aux intérêts de tous, c'est ce qui fait commettre ce genre de bêtises. Par exemple, Tshisekedi, l'acte qu'il a posé, je crois que nous tous, nous l'avons salué. Maintenant, on se demande s'il fait face aux contraintes du pouvoir. Bon, vous savez, la démocratie, nous l'avons importée des pays occidentaux. Comment eux, ils arrivent quand même face à tous ces contraintes de pouvoir? Vous savez, la corruption ne peut pas l'éliminer à 100%. Face à toutes ces contraintes-là, quand même, il arrive quand même à se déchaîner au moins à 80% de la corruption. Donc, c'est peut-être qu'il ne crie pas sur tous les toits. Non, vous savez, et quand on parle de corruption dans les pays étrangers, avec la presse qui est libre, tout ça, là, mais il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement... Ici, en Afrique, le quatrième pouvoir est au main. Souvent, du pouvoir, on fait tout pour ne pas lui donner les moyens nécessaires à travailler. Quand il trouve des dossiers aussi compromettants, on va monnayer, tout ça. C'est ce qui fait retarder l'Afrique en réalité. Vous voyez, c'est pourquoi moi je salue ce que Talon érigé une règle. Ou bien, je ne sais pas si ça existe encore. Un journaliste qui détecte quand même une corruption prend au moins
50% bien quelque chose, la moitié de la somme récupérée. Et, là, il va... Oui, et je crois que... Oui, non, si c'est... On peut même inventer des corruptions. Non, si c'est avéré, je crois qu'on ne peut pas éditer cette règle et ne pas... Non, c'est pour quand même... Non, c'est pour quand même pousser la presse à faire son travail et pour quand même fouiller même dans son propre camp. On peut instrumentaliser une presse qui révèle quelque chose, on va cogner sur la personne, on lui colle une corruption qui n'a jamais eu lieu. Non, c'est très facile de juger comme ça. Non, c'est très facile de juger comme ça, puisque on dit si la corruption est avérée. Mais vous dites, si la justice vous dit qu'elle est avérée, qu'est-ce que non, Talon n'a pas dit aux juges de tout faire pour s'auto-saisir un règlement de compte. Il dit aux journalistes, celui qui détecte un corrompu, l'argent récupéré, on va diviser en deux, on te remet une partie. Non, un journaliste, quel pouvoir le journaliste a et jusqu'à arriver au niveau de la justice pour quand même emballer. Non, on ne dit pas que le journaliste... Oui, tu sors un dossier. On peut instrumentaliser la presse, qui sort un dossier, parce qu'on veut éliminer déjà quelqu'un. Et rapidement, qui par exemple instrumentalise la presse? Qui par exemple? Les gros bonnets, c'est ceux qui ont les gros sous. Oui, encore que la corruption soit avérée. Mais on peut faire avérer une corruption. C'est le président de la République qui a instauré ça. Donc je crois que si le président... Non, est-ce que le président va passer... Si le président veut noyer quelqu'un dans une affaire de corruption, est-ce qu'il a besoin de passer par la presse? Non, est-ce qu'il a... Non, je dis, est-ce que le président... Oui, est-ce que le président... Oui, au Bénin, au Bénin, à Javon, est-ce que c'est pas la presse? Non, c'est juste un jeu. Donc le président de la République n'a pas à passer par une presse pour quand même noyer quelqu'un, il a la voie libre. Non, la justice... Non, bon, dans tous les voies que le président a, peut-être il y a la presse. Mais c'est la voie minimum pour un président de la République. Peut-être vous et moi, ou bien les gros bonnets peuvent passer par la presse, mais un président qui a tout la chance, les champs libres, il y a la justice là-bas. C'est la justice qui va au secours qui traque les gens un peu plus rapidement, la presse. Mais on a vu, je le rappelle encore, Bouhari est venu, s'est fait l'issue, la promesse de lutter contre la corruption, mais à la fin, il n'a pas récupéré grand-chose. C'est-à-dire que c'est toujours difficile. Oui, mais c'est encourageant en fait. Non, on encourage. C'est difficile. Mais on essaie de lever un coin du voile pour empêcher que nous applaudissions trop tôt ce que les gens commencent par faire croire. Vous voyez, les réalités sont ailleurs. Non, c'est quoi la réalité? Les réalités sont ailleurs. Et c'est qu'on ne peut jamais s'en passer. Bon, c'est vous qui avez dit tout à l'heure, nous sommes en Afrique. Oui, nous sommes en Afrique. On est toujours en Afrique. Non, en Afrique. Oui. Non, je dis, en Afrique, vous savez, nous sommes en apprentissage. Et tout ça là, et nous-mêmes, nous disons que nous importons tout des pays occidentaux. Voyez-vous. Mais ce qui arrange, on le laisse. Hein? Et ce qu'on voit en France, par exemple, comment on organise les élections. Et tous les présidents africains envoient les félicitations, tout ça là, l'Afrique est... Mais eux aussi, les présidents, s'ils veulent organiser les élections à la France, ils peuvent l'organiser. Mais ils refusent pour assouvir leurs intérêts. Et pour ne pas partir de tous ces privilèges-là, voyez-vous, et enfoncer le peuple. Tout de même, quand on prend... Regardez les gilets jaunes, par exemple. D'accord. Quand on prend Basile Agbo, 163 300 $, je ne sais pas, j'essaie de regarder, on tourne autour de 80 millions en allant. Ça veut dire les frais de déplacement des présidents, ça coûte les yeux de la tête au pays. Mais voilà, c'est là qu'il faut se poser des questions. Sur pourquoi autant d'investissements pour le déplacement du président? C'est que ça se faisait avant que Tshisekedi arrive. Et l'autre, il s'en prenait à cœur droit. Et il dépassait même le montant là qu'on est en train d'attribuer à Tshisekedi aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un peu de moralisation de la vie politique en Afrique. Il faut moraliser un tant soit peu la vie politique. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est président et que du coup, un petit voyage va peser des tonnes de dettes au pays, des tonnes de dépenses plutôt au pays. Parce que on croit que bon, le président, il doit aller satisfaire des gens. Vous savez, quand les présidents voyagent très souvent,
dans certains pays, ben, ils voient la diaspora, et puis bon, on donne quelque chose à la diaspora, des gens viennent, on leur donne. Mais pour le moment, Tshisekedi n'a pas encore de diaspora à qui donner. C'est peut-être pourquoi l'argent est un peu resté. Ça veut dire que en Afrique, nous gaspillons trop. Nous dépensons exagérément pour rien du tout. Des millions comme ça. Non. Au moins, il a démontré qu'il est quelqu'un de un peu plus regardant vers l'avenir de son pays. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a été... Non, moi je crois que le déplacement d'un président... Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand je discute un peu avec les gens de mon quartier, ça m'arrive de discuter avec eux, et je leur dis, le président n'est pas quelqu'un comme lui et moi. On sait. Ça dit, si tu crois que le président est comme toi et moi, là, c'est une erreur. Le président, c'est vrai, c'est un homme. Mais vu le poste qu'il occupe, il y a des choses que le président ne peut pas faire. Un président qui se déplace, prenez les États-Unis d'Amérique. Si Trump veut se déplacer maintenant, mais si l'avion de Trump vole, ce n'est pas un seul avion qui vole. Mais le deuxième avion qui vole, il joue quel rôle? C'est juste pour la sécurité. Et l'avion dans lequel se trouve Trump fait les mêmes dépenses que l'avion, le deuxième. Non, ce que vous dites, vous ne vous appesantissez pas sur les moyens dont disposent nos pays africains et vu comment ils gaspillent certaines sommes d'argent pour juste quelques déplacements. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Non, si vous posez le débat là, alors, non, si vous posez le débat là, ça je serai d'accord. Mais quand un président se déplace, je crois que tous les privilèges possibles, il le faut pour. Un président ne peut pas dormir dans un hôtel comme vous et moi. Voilà que celui-là s'est déplacé, oui. Il est revenu avec tout ce magot là. Oui, tout ce magot, oui, qu'il baisse parce que c'est resté, mais cela ne l'a pas empêché quand même de s'offrir lui ce qu'il voulait. Si le déplacement du président doit coûter autant, au moins que ça rapporte quelque chose au pays. Et on sera content. Oui, ça aussi c'est notre débat. Ça aussi c'est notre débat. Après le journal.